Ignorant que je possédais l'entreprise de 80 millions de dollars de sa famille, ma femme m'a présenté les papiers du divorce en se moquant de moi. Devon Price avait 38 ans. Et pour tous ceux qui le connaissaient, il était exactement ce qu'il paraissait être. Un ingénieur discret avec une rotation de 3 blazers, conduisant une Camry de 4 ans, préparant son propre déjeuner, menant une vie que la famille de sa femme qualifiait en privé de déception depuis 9 années consécutives. Son père ne lui serrait jamais la main avec conviction. Son frère ne prenait jamais la peine de cacher son mépris. Et Adrienne, la femme qu'il avait aimée fidèlement pendant près d'une décennie, est entrée dans leur jardin un samedi matin, a posé une enveloppe sur la table de patio à côté de lui et lui a dit qu'elle en avait fini de se contenter de peu. Elle l'a traité de petit. Elle a dit qu'un vrai homme attendait. Elle a ri. Ce qu'Adrienne ne savait pas, ce qu'aucun des Caldwell ne savait, c'était que l'homme tranquille qu'ils avaient passé 9 ans à mépriser était le propriétaire majoritaire silencieux de leur entreprise familiale de 80 millions de dollars. Et il avait été patient assez longtemps. Avant de commencer, commentez d'où vous regardez aujourd'hui. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, abonnez-vous car l'histoire de demain est encore plus intense. Le réveil n'a pas réveillé Devon Price. Il était déjà réveillé. Il est resté immobile un instant dans le noir, écoutant le silence de la maison. Le ventilateur de plafond cliquait à chaque 3e rotation, quelque chose qu'il avait l'intention de réparer depuis 2 mois. La respiration d'Adrienne était lente et régulière à côté de lui. Il est sorti du lit sans la déranger, comme il avait appris à le faire des années auparavant, à l'époque où il pensait que le soin de ne pas la réveiller était quelque chose qu'elle remarquait. Elle ne l'avait pas remarqué depuis longtemps. La cuisine était froide et bleue dans la lumière de l'aube. Il a d'abord mis en marche la cafetière, puis s'est dirigé vers le petit bureau dans le coin de la chambre d'amis, celle qu'Adrienne appelait le débarras, celle que personne ne visitait. Il s'est assis, a tendu la main sous le bureau et a ouvert l'ordinateur portable qui se trouvait dans une houssinifuge entre le mur et le classeur. L'écran demandait un mot de passe. Il l'a tapé sans regarder. Ce qui s'est affiché n'était pas le genre de choses qui appartenait à un débarras. Des tableaux de bord, clairs, précis, codés par couleur d'une manière qui suggérait des années de configuration personnalisée. Confirmation de virement. Un résumé des liquidités pour une société holding enregistrée dans le Delaware avec un nom qui ne disait rien. Arlo Capital Group LLC. Un rapport trimestriel pour une opération de fret et de logistique qui, si l'on remontait sa structure mère assez loin à travers 3 couches d'entités enregistrées, se rattachait finalement à un seul nom, Devon Price. Il a examiné les tableaux de bord comme un homme lit la météo, non pas avec excitation, mais avec attention. Il a recoupé 2 postes, a pris une note sur un bloc-notes jaune d'une écriture trop petite pour être lue à distance, puis a fermé l'ordinateur portable et l'a glissé dans sa housse. Au moment où le café était prêt, il était dans la cuisine, vêtu d'une chemise boutonnée repassée et d'un pantalon kaki, versant 2 tasses, même si la seconde deviendrait froide avant qu'Adrienne ne descende. Il est parti travailler à 7h15 dans une Camry de 4 ans qui avait besoin de nouveaux balais d'essuie-glace. Il a suivi le même itinéraire chaque matin, s'est garé à la même place et est entré dans les bureaux de Meridian Engineering Consultant avec un déjeuner qu'il avait préparé lui-même et une sacoche d'ordinateur qui contenait exactement ce qu'elle semblait contenir. À l'intérieur, il était connu comme étant fiable, minutieux, discret, le genre d'homme qui restait après 17 heures quand un projet le nécessitait, ne demandait pas de reconnaissance et ne faisait jamais sentir à personne dans la pièce qu'il était un défi. Son superviseur l'appelait un atout. Les nouveaux analystes connaissaient à peine son nom. Personne chez Meridian ne connaissait l'ordinateur portable dans le débarras. C'était le but. Le dîner était du poulet grillé et du riz préparé par Devon parce qu'il n'y avait pas eu de discussion sur qui cuisinait et il avait appris à ne pas attendre. Adrienne est descendue à 19h, déjà changée après sa journée, les cheveux détachés, elle sentait différent. Pas mauvais, juste différent. Le parfum qu'elle avait porté pendant les 6 premières années de leur mariage était chaud. Quelque chose à base d'ambre qu'il lui avait acheté pour un anniversaire. Celui-ci était plus vif, plus nouveau, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Elle s'est assise à table sans regarder la nourriture et a pris son téléphone. Le second, celui avec l'étui en or rose qu'elle avait depuis peut-être 4 mois maintenant. Elle a ri à quelque chose sur l'écran. Un son bref et brillant qui s'est interrompu au moment où elle a semblé se souvenir qu'elle n'était pas seule. Elle l'a posé face contre table. « Ça sent bon », a-t-elle dit sans regarder l'assiette. « Merci », a dit Devon. Il s'est assis en face d'elle.
Ils ont mangé. Adrienne a jeté un coup d'œil au téléphone retourné 2 fois dans les 5 premières minutes. Quand il lui a demandé comment s'était passée sa journée, sincèrement, simplement, elle lui a donné 4 mots et a pris son verre d'eau. Quand il a mentionné que la clôture dans le jardin avait encore besoin de travaux du côté sud, elle a dit H.M. et a regardé le vide entre eux. Il n'a pas insisté. Il n'insistait jamais. Il observait comme il observait toujours. Le parfum changeait, le second téléphone, le code d'accès qu'elle avait mis à jour il y a 2 mois sans le mentionner. Il l'avait remarqué quand elle l'avait déverrouillé au petit déjeuner un matin, et la mémoire musculaire de son pouce avait pris un chemin différent. De petites choses, des choses discrètes, le genre de choses qu'un homme qui s'était entraîné à observer pouvait collecter sans jamais être vu en train de le faire. Il les a toutes classées, nettes, ordonnées et intactes, comme des documents dans une pochette. Cette nuit-là, après qu'Adrienne soit allée se coucher, il a appelé Nadia depuis le porche arrière. Les documents Caldwell, a-t-il dit quand elle a décroché. Où en sommes-nous avec l'examen? Terminé, a dit Nadia. Prêt quand vous le saurez? Pas encore. Il a regardé le jardin. La clôture sud penchait légèrement dans l'obscurité, mais bientôt il est allé se coucher à 22 heures. La respiration d'Adrienne était de nouveau régulière. Il s'est couché de son côté du matelas, a fermé les yeux et n'a pensé à rien en particulier, comme un homme peut le faire quand il a déjà fait la paix avec quelque chose et attend simplement le bon moment pour agir. Le vendredi matin, Adrienne lui a dit qu'elle passait le week-end chez ses parents. Bien sûr, a dit Devont. Il s'est tenu à la fenêtre de devant et a regardé sa voiture, une Mercedes argentée qu'il avait aidé à financer il y a 4 ans, sortir de l'allée et disparaître au coin de la rue. La rue est devenue silencieuse. La maison est devenue silencieuse. Il est allé dans le débarras, s'est assis et a ouvert l'ordinateur portable. Le résumé des actionnaires était déjà à l'écran de sa dernière session. Il ne l'avait pas fermé. Résumé de la propriété de Caldwell Logistics. Actionnaire majoritaire Arlo Capital Group LLC 51%. Bénéficiaire effectif enregistré Devont Price. La clôture n'allait pas se réparer toute seule. Devont était dehors à 8 heures du matin. La boîte à outils ouverte sur le sol à côté de lui. Une planche de 2x4 fraîche posée sur les tréteaux qu'il avait traînés du garage. L'air d'octobre était frais et léger, le genre de samedi qui faisait que le jardinage ressemblait à quelque chose de proche de la paix. Il a mesuré la planche 2 fois, l'a marquée avec un crayon et a commencé à couper. Il n'a pas entendu la porte arrière s'ouvrir. Il l'a entendu se fermer. Il a levé les yeux. Adrienne traversait la cour vers lui, habillée, entièrement habillée, pas avec les vêtements amples qu'elle portait quand elle restait à la maison. Son sac était sur son épaule. Ses talons sur l'herbe étaient délibérés, comme si elle avait réfléchi à la marche avant de l'entreprendre. Son visage était composé de la manière qui demande de la pratique. Elle s'est arrêtée à la table du patio. Elle a fouillé dans son sac, a sorti une enveloppe Kraft et l'a posée sur la table à côté de sa tasse de café. Elle n'a rien dit au début. Elle l'a juste regardé. Il s'est redressé lentement, a posé la scie. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, même s'il le savait déjà. Quelque chose à propos de l'enveloppe, son poids, la manière prudente dont elle l'avait placée, le lui a dit avant qu'il ne la touche. Adrienne a joint ses mains devant elle. « J'ai demandé le divorce » a-t-elle dit. Le jeudi, il a ramassé l'enveloppe. Elle a continué à parler. Il l'a écouté comme il écoutait tout, toujours sans interruption, laissant les mots venir et atterrir là où ils allaient atterrir. Elle a dit qu'elle y pensait depuis longtemps. Elle a dit qu'elle l'avait épousé quand elle était plus jeune et moins sûre de ce qu'elle méritait, et qu'elle avait passé 9 ans à comprendre lentement le coût total de cette erreur. Elle a prononcé son nom, 3, avec une assurance qui a dit à Devont qu'elle l'avait dit dans sa propre tête de nombreuses fois avant de le dire à voix haute devant lui. Elle a dit que 3 savait comment se mouvoir dans le monde, savait comment subvenir à ses besoins, savait ce qu'une femme comme elle était censée avoir autour d'elle. Elle a dit que Devont avait toujours été. Elle a fait une pause ici, et dans cette pause, il a pu la voir choisir le mot le plus tranchant disponible, limité. Qu'elle s'était dit que le silence était de la profondeur, qu'elle s'était convaincue que la simplicité n'était que de la modestie, et que quelque chose de plus grand se trouvait en dessous, attendant de se manifester. Qu'elle avait attendu 9 ans un homme qui n'est jamais devenu plus que ce qu'elle avait vu au premier abord.
Je pensais que tu pourrais devenir quelque chose de plus, a-t-elle dit. Tu ne l'as pas fait. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas pleuré. Elle a prononcé ces mots comme on rend un verdict, proprement, sans excuse, comme si la décision avait déjà été enregistrée quelque part d'officiel bien avant cette conversation. Devont a ouvert l'enveloppe. Il a lu chaque page. Elle est restée où elle était, le regardant. Il pouvait sentir son regard. Il a tourné chaque page au même rythme qu'il tournerait un rapport trimestriel. Son visage n'a pas changé. Ses mains n'ont pas tremblé. Il a lu les déclarations de patrimoine, les conditions du règlement, les blocs de signature au bas de la dernière page où son nom était déjà signé à l'encre bleue. Quand il a eu fini, il a remis les pages en ordre et l'a regardé. « Est-ce que c'est définitif » a-t-il demandé. « Oui. » « As-tu prévenu ton père » Quelque chose a traversé son visage. Pas exactement de la culpabilité, plutôt de la satisfaction face à une question qui lui donnait une réponse facile. « Il est au courant depuis 2 semaines, a-t-elle dit. Il est content, Devont. Ils le sont tous. Toute ma famille. Elle a pris son sac sur la table. C'est fait. Il a hoché la tête une fois. Il a posé les papiers sur la table. Puis il s'est retourné vers la clôture. Il a entendu ses talons sur le patio derrière lui. 3 pas, puis la porte arrière, puis rien. Il a ramassé la scie. Il a terminé la coupe qu'il avait commencée. Il a mesuré la section suivante, l'a marquée et a continué à travailler. Il a travaillé pendant 2 heures de plus. Il a appelé Nadia à 18 heures depuis le porche arrière, le même endroit d'où il l'appelait toujours. La cour était sombre maintenant. La nouvelle section de clôture était en place. Elle a déposé la demande, a-t-il dit. Il y a eu une brève pause. Devont, ce n'est pas grave. Il l'a dit sans lourdeur. Il le pensait. Il est temps de passer à l'action concernant la situation Caldwell. J'ai assez attendu. Nadia est restée silencieuse un instant. Pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire. Le silence de quelqu'un qui comprenait tout le poids de ce qui était maintenant en mouvement. Tu es sûr ? A-t-elle dit. Sors les documents du conseil d'administration, a dit Devont. Planifie l'appel. Et trouve-moi tout sur 3 Ashford. Il a raccroché. Il est entré, s'est lavé les mains à l'évier de la cuisine et a regardé la table du patio à travers la fenêtre arrière un moment. L'enveloppe Kraft était toujours là. Il la laisserait. Les avocats pourraient régler ce qui appartenait à qui. Il est allé se coucher à 21h30. Le hall du cabinet d'avocats de Nadia Okafor se trouvait au 14e étage d'un immeuble de verre à Midtown, Atlanta. C'était le genre de bureau qui incitait les gens à se redresser simplement par son existence. Bois sombre, lignes épurées, une réceptionniste qui vous accueillait comme si elle savait déjà pourquoi vous étiez là et avait déjà décidé si vous y aviez votre place. Devont est entré à 8h47, portant un seul dossier Kraft. Il portait le blazer gris, celui du milieu dans la rotation, un pantalon simple, des chaussures propres, rien de remarquable. Il ressemblait à un homme qui avait un rendez-vous à 9h et avait l'intention de s'y tenir. Personne ne l'a regardé à 2 fois. C'était bien. Cela avait toujours été bien. Le bureau de Nadia avait des fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur la ville. Elle était déjà à son bureau quand il est entré, 2 tasses de café sur la table entre eux, un bloc-notes ouvert à côté d'une pile de dossiers qui n'était pas là vendredi. Elle avait travaillé. Elle s'est levée, lui a serré la main, pas une étreinte, pas avec ce regard qui disait « Je suis désolé pour votre mariage ». Juste une poignée de main, franche et directe, comme c'était toujours le cas entre eux. Elle s'est assise. Il s'est assis. Il a posé son dossier sur la table. « Commence par ce que tu as trouvé », a-t-il dit. Nadia a pris le dossier du dessus de sa pile et l'a ouvert. Elle l'a tourné pour qu'il puisse voir la première page. Un résumé des actionnaires qu'il connaissait déjà par cœur, mais elle l'a parcouru quand même parce que c'était comme ça qu'il travaillait. Rien de supposé, tout sur la table. Il y a 12 ans, a-t-elle dit, vous avez acheté une entreprise de courtage de fret en redressement judiciaire. Southeast Cargo Partners, 41 employés, 3 terminaux et une dette qui faisait fuir tout le monde. Elle a tapoté la page. Vous l'avez acheté via Meridian Freight Solutions LLC,
qui est enregistré dans le Delaware sans aucun registre de propriété publique menant à votre nom. Devont a hoché la tête. Il se souvenait de la clôture. Il avait 26 ans, assis dans une salle de conférence pas si différente de celle-ci, signant des papiers pour une entreprise que la plupart des gens pensaient déjà morte. Au cours des 8 années suivantes, a poursuivi Nadia, Meridian a acquis 2 autres entreprises de courtage régionales. Consolidé ses opérations et construit une infrastructure qui l'a rendue vraiment précieuse pour une plus grande entreprise à la recherche d'une épine dorsale logistique dans le sud-est. Elle a tourné à la page suivante. Caldwell Logistics était cette plus grande entreprise. Ou plutôt, Caldwell Logistics avait besoin d'être sauvé par une plus grande entreprise. Il y a 7 ans, lorsque Prescott a surendetté l'entreprise lors d'une expansion ratée dans le Tennessee, l'entreprise était à 6 mois de faire défaut sur sa principale ligne de crédit. Elle a placé un deuxième document à côté du premier. C'était un accord d'injection de capital. La partie réceptrice était Caldwell Logistics. La partie contributrice était une société holding mère répertoriée uniquement sous le nom de DPH Group. DPH Group est intervenu, a dit Nadia. A épongé la dette, fourni des capitaux d'exploitation, et a pris une participation majoritaire de 51% en échange. Elle l'a regardé. Prescott Caldwell dirige sa propre entreprise en tant qu'actionnaire minoritaire depuis 6 ans. Il possède 34%. Il n'a aucune idée de qui possède le reste. Elle a laissé cela en suspens un moment. Il n'a aucune idée, a-t-elle répété, plus bas, que l'homme que sa fille vient de traiter de illimité est le propriétaire majoritaire de l'œuvre de sa vie depuis avant le 31e anniversaire d'Adrienne. Devont a pris l'accord d'injection de capital et l'a regardé. Il l'avait regardé de nombreuses fois auparavant. Il ne semblait pas différent aujourd'hui, mais le fait de le tenir cette semaine a lui donné un poids différent. Il a maintenu l'entreprise en vie, a dit Devont, non pas pour se vanter, mais en énonçant un fait comme un ingénieur énonce un fait. Je l'ai maintenu en vie. Il a juste continué à la diriger. Et vous l'avez laissé faire, a dit Nadia, parce que c'était le but. C'était le but. Il n'avait jamais eu besoin que Prescott le sache. Il n'avait jamais eu besoin qu'Adrienne le sache. Il avait construit toute la structure délibérément à distance de sa vie personnelle parce qu'il avait appris tôt, en regardant sa mère cumuler 2 emplois pour les nourrir, que l'argent change ce que les gens voient quand ils vous regardent. Il avait voulu comprendre ce qu'Adrienne voyait quand il n'y avait rien à voir d'autre que lui. Maintenant, il comprenait. Nadia a fermé le premier dossier et a ouvert le second. Voici la partie nouvelle, a-t-elle dit. Sa voix a légèrement changé, pas plus douce, mais plus précise. J'ai examiné la demande de divorce que votre femme a soumise. Et Devont, elle a fait glisser le dossier sur la table. Ses avocats n'ont pas écrit ça. Il a regardé la première page, puis la seconde. La demande était agressive d'une manière très spécifique. Elle incluait des réclamations sur les actifs de 2 de ses LLC, pas DPH Group, mais 2 entités plus petites qui étaient techniquement traçables à son nom. Si vous saviez exactement ce que vous cherchiez et où chercher, quelqu'un avait cherché. 3 Ashford a un projet de développement immobilier de 14 millions de dollars à Buckhead, a dit Nadia. Projet à usage mixte. Il le présente depuis 2 ans. L'affaire ne se conclut que s'il a un locataire principal avec la taille et la solidité financière pour rendre la propriété finançable. Elle a posé une chaîne de main imprimée sur le dossier, provenant d'un dépôt commercial public. Elle a noté que rien n'était inapproprié. Le locataire principal qu'il promet à ses investisseurs est Caldwell Logistics. Devont a lu la chaîne de mail lentement une fois. 3 n'a pas seulement besoin d'Adrienne, a dit Nadia. Il a besoin du nom Caldwell. Il a besoin que l'entreprise soit liquide et pleinement opérationnelle. Et il a besoin que vous soyez hors du tableau avant que quiconque ne commence à poser des questions sur qui contrôle réellement la part majoritaire. Elle a tapoté la demande de divorce. Je crois que ses avocats ont rédigé ceci pour trouver et geler vos actifs avant la clôture du projet de développement. Vous neutraliser financièrement. S'assurer que vous ne puissiez pas interférer. La pièce était silencieuse. Dehors, 14 étages plus bas, Atlanta vivait son lundi matin sans rien savoir. Devont a posé la chaîne de mai. Il a redressé les papiers devant lui. Puis il a joint ses mains sur la table et a regardé Nadia. Déposer une contre-requête standard, a-t-il dit. Pas d'agressivité, pas d'alarme.
contester les réclamations sur les actifs pour des raisons de procédure et demander les divulgations standards. Nadia a pris son stylo. Adopter un ton coopératif, a dit Devont. Même las, comme un homme qui veut juste que tout soit fini. Il la regarda fixement. Laissez-les se sentir à l'aise. Je veux qu'ils soient confiants avant que tout ne change. Nadia l'a noté. Elle n'a pas souri. Mais son stylo bougeait avec une sorte de détermination. La dernière boîte n'était pas lourde. C'est ce qu'Adrienne a remarqué en la portant à sa voiture. 9 ans dans cette maison, et le reste de ce qu'elle emportait tenait dans une seule boîte en carton, quelques livres, un cadre photo, une bougie qu'elle aimait. Elle l'a mise dans le coffre de sa Mercedes, a refermé le haillon et est restée un instant dans l'allée. La maison avait le même aspect que toujours, propre, calme, bien entretenue. Elle est montée dans la voiture et a roulé vers le nord, en direction de Buckhead, sans regarder dans le rétroviseur. La maison des Caldwell était illuminée quand elle est arrivée. Chaque fenêtre était chaude, la voiture de sa mère dans l'allée à côté du Range Rover de Weston et de l'Audi argenté de Troyes, qui était garée la plus près de la porte comme si elle y appartenait déjà. Adrienne est entrée et a senti l'odeur de la bonne nourriture et le son du rire de son frère venant de la salle à manger. Prescott Caldwell se tenait au bout de la table, un verre de Bourgogne à la main, déjà en plein milieu d'une phrase sur quelque chose. C'était un homme grand avec des tempes argentées, et la posture particulière de quelqu'un qui n'avait jamais douté d'être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce où il entrait. Il a levé les yeux quand Adrienne est entrée, et son visage a fait ce qu'il faisait toujours quand il la voyait. Il s'est légèrement ouvert d'une manière qu'il ne faisait pas pour la plupart des gens. « La voilà », a-t-il dit. Il a traversé la pièce et lui a embrassé le front. Elle s'est laissée tenir un moment. Trois se tenaient près de la cheminée, veste enlevée, manches de chemise retroussées jusqu'au coude, tenant un verre de bourbon et ayant l'air d'un homme qui avait déjà calculé exactement à quel point il devait paraître à l'aise. Il a souri en la voyant. C'était un beau sourire, ça l'avait toujours été. « Salut, toi », a-t-il dit. « Salut », a-t-elle répondu, et elle l'a laissé l'attirer vers lui. Le dîner était servi au moment où ils se sont tous assis. Eleanor Caldwell avait préparé le genre de repas qui n'arrivait que lorsque quelque chose était célébré. La belle porcelaine, les belles bougies, l'argenterie que sa mère gardait autrement enveloppée dans du tissu dans le buffet. Prescott a attendu que la nourriture soit servie, puis a levé son verre. « À ma fille », a-t-il dit, à la fin d'un chapitre qui aurait dû être plus court. Il a regardé Adrienne avec des yeux stables et satisfaits. Et à ce qui vient après. Les verres se sont levés autour de la table. Weston a bu le premier et a posé son verre avec un bruit qui était presque une ponctuation. Il avait 40 ans et était bâti comme un homme qui avait joué au football à l'université et n'avait jamais vraiment cessé de se produire pour une foule qui n'était plus là. Pour être honnête, a-t-il dit, j'ai l'impression que nous avons retenu notre souffle pendant 9 ans. Il a coupé sa nourriture sans lever les yeux. Devont n'a jamais été le bon. Assez gentil, peut-être, mais il y a une différence entre gentil et capable, et cet homme a toujours été un bouche-trou. Il a haussé les épaules. Certaines personnes ont leur place à la table. D'autres s'y assoient simplement. Personne n'a été en désaccord. Trois a incliné la tête comme il le faisait quand il voulait paraître pensif plutôt que content. « Je ne m'en mêlerai pas », a-t-il dit. « Ce n'est pas mon histoire à raconter. » Il a souri à Adrienne. « La seule chose que je dirais, c'est que ce chapitre est terminé maintenant, et j'aime ce qui s'en vient. » Prescott a hoché la tête en direction de Troyes avec le hochement spécifique d'un homme qui a décidé quelque chose sans l'annoncer. Il observait Troyes depuis des semaines avec l'attention prudente de quelqu'un qui évalue un employé potentiel ou un héritier potentiel. La présentation du projet de développement de Buckhead n'avait rien gâché. 42 unités résidentielles, des commerces au rez-de-chaussée, une composante de hub logistique qui pourrait absorber un locataire principal à long terme avec une véritable échelle opérationnelle. Il avait écouté la présentation complète 2 fois. Weston avait été presque vibrant sur son siège les 2 fois. Le projet de Buckhead, a dit Prescott, se calant dans sa chaise. Vous aviez des chiffres mis à jour. Troyes a hoché la tête, facilement et sans hâte. J'apporterai la présentation révisée la semaine prochaine. Mais les fondamentaux n'ont pas changé. L'affaire fonctionne si le locataire principal a l'empreinte nécessaire pour rendre la composante logistique finançable. Il a regardé Prescott directement. Caldwell a la bonne taille, la bonne géographie,
la bonne réputation. Il a laissé passer un instant. Ce serait bon pour les deux côtés. Ce serait très bon pour les deux côtés, a dit Weston. Ce qu'aucun d'eux n'a dit, car aucun d'eux ne le savait, c'était qu'un co-investissement de cette ampleur nécessitait l'approbation de l'actionnaire majoritaire, et l'approbation de l'actionnaire majoritaire pour Caldwell Logistics passait par une société holding appelée DPH Group. Enregistrée dans le Delaware, avec un dirigeant principal dont le nom n'apparaissait nulle part sur le radar de la famille Caldwell. Les bougies se sont consumées. La belle vaisselle a été débarrassée. À 40 minutes au sud, dans la maison qui conservait encore la forme de tout ce qui s'y trouvait autrefois, le téléphone de Devont s'est allumé sur le comptoir de la cuisine, un message de Nadia. J'ai trouvé les registres commerciaux du partenaire de développement de Troyes dans ce dossier civil dont je t'ai parlé. Tu dois voir la chronologie. La stratégie du locataire principal Caldwell Logistics y est explicitement discutée, datée de 3 mois avant que Troyes ne rencontre Adrienne. Il n'est pas tombé sur une opportunité commerciale. Il a construit une relation pour y arriver. Devont l'a lu une fois, puis une autre. Il a posé le téléphone face contre le comptoir. Il est resté là dans la cuisine silencieuse un long moment, les mains à plat sur le granit froid, ne regardant rien. Puis il a repris le téléphone. Confirme la date de la réunion trimestrielle du conseil d'administration, a-t-il tapé. Et envoie-moi la clause de seuil de co-investissement de l'accord d'actionnaire. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à rédiger un document qu'il n'a pas encore envoyé. Le rapport est arrivé un mardi, non pas numériquement, mais physiquement, une simple enveloppe Kraft livrée en main propre par un coursier que Devont avait utilisé 3 fois auparavant dans le cadre de ses affaires. Pas d'adresse de retour, pas de logo, juste son nom imprimé sur le devant en lettres capitales nettes. Il l'a posé sur la table de la cuisine et s'est versé une tasse de café avant de l'ouvrir. La table semblait plus grande qu'avant. Toute la cuisine aussi. Les affaires d'Adrienne avaient disparu. Le bol décoratif qu'elle gardait près de la fenêtre. La rangée de livres de cuisine qu'elle n'ouvrait jamais. La petite impression encadrée au-dessus de la cafetière qui disait quelque chose sur les matins dans une police qu'elle aimait. Les murs portaient encore les faibles contours de l'endroit où ces choses se trouvaient. Des taches plus claires, des formes fantômes. Il s'est assis et a ouvert l'enveloppe. Le rapport de l'enquêteur faisait 41 pages, avec des onglets, organisés par date et par catégorie, comme Devont l'avait demandé. Chronologique, sourcé, annoté. Il a lu chaque page. 3 Ashford, 41 ans, promoteur immobilier opérant principalement dans la région métropolitaine d'Atlanta et de Charlotte. 2 relations sérieuses antérieures, toutes deux avec des femmes dont les familles avaient d'importantes participations commerciales. La première, une femme nommée Carla Banton, fille d'une famille de construction commerciale à Charlotte. 3 est sorti avec elle pendant 11 mois. L'entreprise de sa famille était positionnée comme co-investisseur dans un projet de développement à usage mixte que 3 présentait. L'affaire a échoué pendant la diligence raisonnable. La relation a pris fin 4 semaines plus tard. Pas de fiançailles, pas de chevauchement avec une autre femme, pour autant que l'enquêteur ait pu le confirmer, juste une sortie propre. La seconde, une femme nommée Simone Duval, dont la famille exploitait un groupe de restaurants régional avec 32 emplacements en Géorgie et au Tennessee. 3 est sorti avec elle pendant 8 mois. Il a présenté un projet de développement qui nécessitait le groupe de restaurants comme locataire principal. Le financement a échoué du côté de 3. Il a abandonné à la fois l'affaire et Simone dans les 6 semaines suivant l'effondrement. 2 fois, même architecture, nom différent. La 3e fois, c'était Adrienne. Les enregistrements de communication provenaient d'un dossier civil, un procès pour rupture de contrat entre 3 et un ancien partenaire de développement nommé Marcus Webb. Le procès lui-même datait de 2 ans. Il avait été réglé discrètement, mais les pièces jointes à la plainte originale n'avaient jamais été scellées. Devont s'est tourné vers la section avec onglet et a lu. Les emails étaient professionnels, cliniques, 3 et Marcus Webb discutant de projets en cours, de stratégie de capital. Du défi particulier de sécuriser des locataires principaux pour de grands développements à usage mixte sans un bilan assez solide pour porter l'ensemble du projet de manière indépendante. Puis un message de 3 à Marcus, daté de 14 mois avant que les papiers du divorce n'atterrissent sur le patio de Devont. Caldwell Logistics est de la bonne taille pour le locataire principal de Buckhead. Empreinte régionale, revenus solides, propriété familiale, donc la prise de décision est concentrée.
Il faut trouver le point d'accès. Je me renseigne sur la structure familiale maintenant. Un suivi 2 semaines plus tard. La fille est la bonne piste. Elle fréquente les bons cercles. Événement au Piémont Club le mois prochain. J'y serai. 3 mois après cela, Adrienne est rentrée à la maison avec une odeur de parfum différente. Devont à poser le rapport. Il a pris sa tasse de café et l'a tenue sans boire. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, le chien d'un voisin aboyait après quelque chose dans la rue. 2 sons aigus, puis rien. Une voiture est passée, puis le silence à nouveau. Il a pensé aux premières années. Il a pensé à l'appartement qu'ils avaient partagé avant cette maison, plus petite et plus bruyant, avec un radiateur qui cognait en hiver, et une vue sur un parking qu'Adrienne avait insisté pour décorer. Suspendre des rideaux si délibérément choisis que le parking avait fini par ne plus avoir d'importance. Il a pensé à un dimanche matin dans cet appartement. Des œufs sur le feu, elle riant de quelque chose à la radio, pieds nus sur le carrelage. Il a pensé à la version d'elle qui existait à cette époque. Celle qu'il avait choisie lui plutôt que tout ce que sa famille attendait. Il avait aimé cette version sincèrement et complètement, sans calcul, sans réserve. Il ne savait pas exactement quand elle avait décidé qu'il n'était pas assez. Il ne savait pas si la décision avait été lente ou soudaine. Il soupçonnait qu'elle avait été lente, une érosion progressive usée par la désapprobation de sa famille, par des années de condescendance polie de Prescott et de mépris ouvert de Weston, par un monde qui continuait de mesurer les hommes de manière que Devont refusait d'adopter. Il connaissait ce deuil. Il le portait depuis plus longtemps qu'il ne se l'était avoué. Il s'est assis avec lui maintenant. Il ne l'a pas précipité, ne l'a pas contesté, ne l'a pas converti en quelque chose de plus utile. Il l'a juste laissé être ce qu'il était. 9 ans d'efforts réels, de soins réels, d'amour réel de son côté du mariage, devenant lentement une chose dont Adrienne avait eu besoin pour survivre plutôt que voulu garder. C'était lourd. Il a laissé cela être lourd. Il est resté assis là pendant un long moment. Puis il s'est levé. Il a lavé sa tasse de café. Il a remis le rapport dans l'enveloppe. Il l'a emporté dans son bureau, l'a mis dans le tiroir verrouillé avec les autres documents et est retourné dans la cuisine. Il a pris son téléphone et a passé 3 appels. Le public n'en a entendu aucun. Quand il a eu fini, il s'est assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et a ouvert un nouvel email à Nadia. Une seule ligne, nous passons à la phase suivante. Fixe la réunion avec les Caldwell pour jeudi. Il a appuyé sur envoyer. Il a fermé l'ordinateur portable. Il a éteint la lumière de la cuisine. Nadia a déposé la contre-requête à 8h47. Devont était à son bureau au cabinet de conseil quand elle lui a envoyé la confirmation. Il a lu le message de 2 lignes, a posé son téléphone face contre table et est retourné au schéma du projet sur son écran. Rien sur son visage n'a changé. L'homme dans le bureau voisin se plaignait du trafic. L'imprimante de quelqu'un était en panne. Le bureau sentait le café brûlé et le nettoyant à tapis. Un mardi ordinaire. La contre-requête n'était pas ordinaire. 43 pages. Chaque réclamation d'actifs listée par les avocats d'Adrienne. Contestait chaque évaluation. Mettait en cause chaque LLC référencé dans la demande initiale. Répondait par une demande de la piste de documentation qui avait conduit quiconque à la faire apparaître en premier lieu. Et y était jointe une demande formelle de divulgation financière complète des 2 parties, y compris toutes les communications entre Adrienne Price et 3 Ashford concernant tout intérêt commercial partagé, discussion d'investissement ou arrangement financier, passé ou présent. Nadia l'avait rédigé comme elle rédigeait tout ce qui comptait. Propre, précise, sans mots superflus, juste du poids. Les avocats de 3 ont appelé son bureau à 14h15 cet après-midi-là. L'homme au téléphone s'est présenté comme un associé senior d'un cabinet dont Devont n'avait jamais entendu parler et n'aurait jamais besoin de se souvenir. Il a utilisé des expressions comme l'efficacité mutuelle et résolution simplifiée. Il a suggéré que les 2 parties pourraient bénéficier de la simplification de la procédure, que certaines demandes de documents pourraient peut-être être réduites dans leur portée, que la phase de découverte n'avait pas besoin de devenir conflictuelle. Nadia a écouté, puis elle a dit « Nous sommes à l'aise avec la portée actuelle. Veuillez adresser toute question supplémentaire à mon bureau par écrit. » Elle a raccroché avant qu'il n'ait fini sa phrase suivante. Weston Caldwell a appelé le jeudi matin. Devont était dans sa voiture,
garé devant le cabinet de conseil, en train de manger le sandwich qu'il avait préparé. Il a regardé le nom sur l'écran pendant une sonnerie complète. Puis il a répondu. Devont. La voix de Weston portait la confiance particulière d'un homme à qui personne d'important ne lui avait jamais dit qu'il avait tort. Il faut qu'on parle. Je vous écoute. Écoute, je vais être direct avec toi parce que je pense que c'est la chose respectueuse à faire. Une pause qui n'en était pas vraiment une, juste Weston organisant sa condescendance en quelque chose qui sonnait comme de la générosité. Ce divorce va avoir lieu. Tu sais qu'Adrienne en a fini. La famille en a fini. Et faire traîner les choses ne changera pas le résultat. Tout ce que tu fais en ce moment, c'est accumuler des frais juridiques et te faire passer pour un homme aigri. Devont a pris une bouchée de son sandwich. Il a mâché. Il a avalé. La famille est prête à vous offrir un règlement, a poursuivi Weston. Rachat structuré des comptes joints, division équitable de la propriété. C'est plus qu'équitable. Honnêtement, plus que ce que la plupart des hommes dans votre position verraient. Une autre pause. Nous te donnons une sortie propre, Devont. Prends-la. Signe les papiers. Prends l'argent. Et continue ta vie. Personne n'a besoin que ça devienne moche. Weston a dit votre position comme on pose une assiette devant un chien. Devont a regardé à travers le pare-brise le parking. Une femme chargeait des courses dans un VUS 2 rangées plus loin. Un enfant à vélo a traversé le fond du parking, debout sur ses pédales comme s'il roulait vers quelque chose d'important. Jeudi, a dit Devont, au bureau de l'avocat de votre famille. Quelle heure vous arrange? Un silence. Weston ne s'attendait clairement pas à un accord. Du moins pas si vite. 14 heures, a-t-il dit, et la satisfaction dans sa voix était immédiate. Je les préviendrai. J'y serai. Bien. Le ton de Weston est devenu presque magnanime. C'est la bonne décision, Devont. Sérieusement. Devont n'a rien répondu à cela. Il a mis fin à l'appel. Il a fini son sandwich. Il est retourné dans le parking, a pris l'ascenseur et a passé le reste de l'après-midi à examiner les spécifications de charge pour un client qui fabriquait des étagères industrielles. Ce soir-là, il était assis en face de Nadia dans son bureau. La ville était sombre derrière la fenêtre derrière elle. Son bureau était dégagé, à l'exception de 2 dossiers et d'un bloc-notes jaune couvert de son écriture, de petites lettres précises qui se déplaçaient en ligne parfaitement droite sans page lignée en dessous. Les membres du conseil d'administration? A demandé Devont. Les deux ont confirmé. Nadia n'a pas levé les yeux du bloc-notes. Henderson et Park. Ils ont examiné l'avis et l'ordre du jour. Ils voteront. Vendredi matin est toujours libre. Classé et verrouillé. Elle a tourné la page. Le contact bancaire de 3 chez Meridian, celui qui détient le financement du développement en attendant la confirmation du locataire principal. Il va recevoir une copie de courtoisie de la résolution du conseil desquels sera adoptée. Devont a hoché la tête. Et les dossiers pour jeudi? Nadia a soulevé l'un des 2 dossiers et l'a posé devant lui. Il l'a ouvert. 6 sections avec onglets, propres, organisées, tout était sourcé, tout était annoté, tout était irréfutable. Il s'est tourné vers le dernier onglet, a lu la dernière page lentement, comme il lisait les choses qu'il avait déjà lues 100 fois, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que les mots méritaient cette attention. Puis Nadia a posé le second dossier sur le bureau. Elle l'a ouvert sur le premier document et l'a fait glisser vers lui. L'avis de session extraordinaire du conseil d'administration, formel, signé, sa signature en bas à côté de la date. Vendredi 9 h. Devont l'a pris. Il l'a lu une fois du début à la fin, puis pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait le dire, quelque chose a bougé au coin de sa bouche. Discret, petit, l'appui disparu, mais c'était là. Le Bourbon était une réserve de 2009. Prescott Caldwell a posé la bouteille sur la table de la salle à manger comme s'il plaçait un trophée, tournant l'étiquette vers l'avant pour que tout le monde puisse la voir. Occasion spéciale, a-t-il dit. Personne n'a contesté cela. La maison des Caldwell à Bucket se trouvait au bout d'une longue allée bordée de magnolias. À l'intérieur, chaque pièce était d'une propreté qui nécessitait une femme de ménage.
La salle à manger avait des moulures couronnées et un lustre qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. La table pouvait accueillir 12 personnes. Ce soir, ils étaient 6. Prescott, Eleanor, Weston, Adrienne, 3, et la lumière chaude et ambrée d'une famille qui croyait venir de corriger une longue erreur. Weston a servi sans qu'on le lui demande. Il a d'abord rempli le verre de 3. Demain est une formalité, a dit Weston en se rasseyant dans sa chaise. Signer les papiers. Faire le chèque. Fini. Devon prend son règlement et retourne à ce qu'il fait. Il a fait un vague geste de la main. Ingénierie, feuille de calcul, peu importe. 3 a souri. C'était un sourire facile, confortable, le genre de sourire d'un homme qui avait déjà déplacé les meubles dans une pièce et attendait juste que tout le monde s'en aperçoive. 30 jours après que l'encre est séchée, a dit 3 en regardant Adrienne, le financement du développement est bouclé. J'ai déjà eu des conversations préliminaires avec l'équipe. Ils sont prêts à commencer. Il a tendu la main et a couvert la sienne. Tout ce dont nous avons parlé. C'est juste là. Adrienne l'a regardé. Son visage était ouvert d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. 30 jours, a-t-elle dit. 30 jours. Prescott a levé son verre depuis le bout de la table. Il avait la posture d'un homme rendant un verdict qu'il gardait depuis 9 ans. À la remise en ordre des choses, a-t-il dit. Le cristal a touché le cristal autour de la table. Le son a retenti, clair et net dans la grande pièce. Le dîner était de l'agneau rôti et une conversation qui revenait sans cesse sur le projet de développement. Weston avait un rendu sur son téléphone, un immeuble à usage mixte à Buckhead, en verre et en acier, le nom Caldwell attaché en tant que partenaire logistique principal. Il a passé le téléphone à Prescott, qu'il a étudié avec l'approbation concentrée d'un homme qui avait passé toute sa vie à apprendre à reconnaître à quoi devait ressembler le succès. L'arrangement du locataire principal nous donne de la visibilité sur un marché où nous n'avions pas de présence, a dit Prescott. Il a posé le téléphone mais a continué à le regarder. Ce n'est pas seulement un jeu immobilier. C'est une déclaration. C'est un mouvement d'héritage. 3 étaient d'accord. Il savait exactement quel mot utiliser. Il avait toujours su quel mot utiliser. Weston s'est penché en arrière dans sa chaise et a fait tourner son bourbon. Nous aurions dû faire des affaires comme ça il y a 5 ans. Je le dis depuis longtemps. Nous devenons trop à l'aise à transporter du fret et oublions que nous pouvons construire quelque chose. Prescott a hoché lentement la tête. La façon dont il regardait 3 de l'autre côté de la table. C'était le regard d'un homme qui décidait à nouveau qu'il avait fait le bon choix. Eleanor était restée silencieuse pendant la majeure partie du dîner. Elle a ri au bon moment. Elle a rempli les verres d'eau. Elle s'est assurée que le panier à pain passait. Mais elle a mangé lentement, et il y avait quelque chose de prudent derrière ses yeux que le reste de la table était trop bruyant pour remarquer. Quand Adrienne s'est levée pour apporter les assiettes à dessert de la cuisine, Eleanor a suivi. La cuisine était toute en marbre blanc et en éclairage suspendu chaleureux. Les bruits de la salle à manger parvenaient faibles et faciles. Le rire de Weston, le tintement du verre de Prescott. Eleanor a pris la pile d'assiettes, puis les a reposées. Adrienne. Adrienne s'est retournée du comptoir. H.M. Je voulais juste. Eleanor s'est arrêtée, a recommencé, plus bas. J'ai toujours pensé que Devon était un homme bon. Je veux que tu le saches. Je pense que nous avons été trop prompts à le rejeter. Ton père, Weston, elle a fait une pause. Nous tous, en fait. Je ne pense pas que nous ayons été justes avec lui. Adrienne a regardé sa mère un moment, puis elle a souri. Le sourire chaleureux et facile d'une femme qui avait déjà pris sa décision et ne cherchait pas à la revoir. Maman. Elle a pris 2 des assiettes. Ce n'était tout simplement pas la bonne personne, c'est tout. Personne n'a rien fait de mal. Eleanor a regardé sa fille. Elle n'a pas insisté. Elle avait passé beaucoup de temps à apprendre quelle chose elle pouvait dire et quelle chose ne serait dite qu'au mur de la cuisine. Bien sûr, a-t-elle dit. Elle a pris les assiettes restantes et a suivi Adrienne jusqu'à la table. De l'autre côté de la ville, la maison était silencieuse. Devon était assis à sa table de cuisine. Devant lui se trouvait un seul dossier, le résumé des actionnaires de Caldwell Logistics. Il l'a ouvert.
Il l'a lu comme il le lisait toujours. Lentement, chaque ligne, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que le document le méritait, parce qu'il avait gagné chaque mot sur chaque page. Il a fermé le dossier. Il a lavé sa tasse de café, l'a séchée et l'a remise dans le placard. Il a vérifié la serrure de la porte, a éteint la lumière de la cuisine, a descendu le couloir. À 21h30, Devon Price s'est mis au lit. Il a fermé les yeux. Il a dormi. La salle de conférence de l'avocat de la famille Caldwell se trouvait au 14e étage d'un immeuble de Midtown. Fenêtre du sol au plafond, une longue table avec des chaises en cuir, une crédence le long du mur avec un service à café en argent que personne n'avait touché. C'était le genre de pièce conçue pour qu'un côté se sente puissant. Cela avait fonctionné auparavant. Cela ne fonctionnerait pas aujourd'hui. Prescott était assis au centre de la table, sa veste repassée, sa posture droite. Il avait l'air d'un homme s'occupant de quelque chose de désagréable mais nécessaire. La façon dont vous regardez quand vous amenez une voiture pour une réparation que vous avez déjà décidé être trop chère. Weston était assis à sa gauche, un bras drapé sur le dossier de sa chaise, déjà impatient, il avait vérifié sa montre 2 fois avant le début de la réunion. Adrienne était assise à côté de son avocat à l'extrémité proche de la table. Elle portait un blazer crème. Ses mains étaient jointes. Elle avait l'air composée de la manière de quelqu'un qui s'était entraîné à être composé. Devon était assis en face d'eux avec Nadia à ses côtés. Il portait le blazer gris, celui qu'il alternait. Il avait les mains à plat sur la table, et son visage ne disait rien à la pièce. L'avocat de la famille Caldwell, un homme soigné nommé Briggs avec des cheveux argentés et la confiance mesurée de quelqu'un payé pour la projeter, a ouvert les débats en faisant glisser un dossier de documents sur la table vers Nadia. Nos conditions sont simples, a dit Briggs. Rachat structuré des biens matrimoniaux sur la base des valeurs d'expertise actuelles, division standard 50/50e des comptes joints, et une renonciation complète à toute réclamation future de la part de M. Price contre tout membre de la famille Caldwell ou des intérêts commerciaux associés. Il a joint ses mains. Nous pensons que cela représente une résolution juste et complète. Weston s'est légèrement penché en avant. Plus que juste, a-t-il dit de la manière dont il disait la plupart des choses, comme s'il rendait service à quelqu'un en le disant. Il y a un vrai chiffre sur cette feuille, de vente. Pas un jeton. Nous sommes plus que raisonnables ici. Devon n'a pas regardé la feuille. Il a regardé Weston pendant exactement une seconde. Puis il a regardé la fenêtre. Nadia a pris le dossier. Elle l'a lu à son propre rythme. Personne ne l'a pressé. Personne n'a essayé. Quand elle a eu fini, elle l'a posé, l'a aligné soigneusement avec le bord de la table, et a levé les yeux vers Briggs. Nous refusons ces conditions, a-t-elle dit. Sa voix était égale, imperturbable, comme si elle commentait la météo dans une ville où elle ne vivait pas. Avant qu'un cadre de règlement puisse être finalisé, mon client a plusieurs divulgations que les parties doivent examiner. Briggs a cligné des yeux. Des divulgations? C'est exact. La mâchoire de Weston s'est crispée. Il a regardé Devon. Quel genre de divulgation pourriez-vous possibly? Nadia a ouvert sa mallette. Elle n'a pas regardé Weston. Elle a sorti une pile de dossiers de documents, chacun relié par une pince à reliure, chacun identique, et elle en a placé un devant Prescott, un devant Weston, un devant Adrienne, et un devant Briggs. Elle en a gardé un pour elle, et en a mis un devant Devon, qui ne l'a pas ouvert. Prenez votre temps, a-t-elle dit. La première page était le registre des actionnaires de Caldwell Logistics. Propre, officiel, le genre de document qui avait été classé, tamponné et stocké dans un bureau d'archives du comté. Prescott l'a regardé, et son expression n'a pas encore changé, parce que ce qu'il voyait était familier, son nom, son pourcentage, l'entreprise qu'il avait construite. Les pages suivantes étaient différentes. Elles montraient une série d'entités LLC, 6 d'entre elles, chacune liée à la suivante par des lignes annotées et des notes de bas de page. La documentation de Nadia était précise et patiente. Chaque connexion était expliquée en langage clair. Chaque chaîne de propriété était retracée une étape à la fois jusqu'à une seule société holding mère. Prescott s'est tourné vers la dernière page. En haut, en caractère noir net, se trouvait le nom de la société mère. En dessous, une seule ligne, dirigeant principal enregistré, Devonta. Price. La pièce est devenue immobile, pas silencieuse. Immobile.
La différence était importante. Le silence est ce qui se produit quand les gens arrêtent de parler. L'immobilité est ce qui se produit quand les gens arrêtent de respirer. Prescott a relu la page. Ses yeux se sont déplacés lentement du haut vers le bas. Puis il est revenu à la page précédente, puis à la feuille finale. Il l'a lu une troisième fois. Sa main était à plat sur le document, et son visage faisait quelque chose que personne à cette table n'avait jamais vu le visage de Prescott Caldwell faire auparavant. L'expression de Weston a évolué par étapes, son front s'est d'abord plissé. Confusion, le genre qui vient de la lecture de mots qui refusent de s'arranger correctement. Puis ses yeux se sont tournés vers Devont. Puis de nouveau vers la page. Puis quelque chose a changé derrière ses yeux et son visage est devenu dur, sombre et laid. Adrienne avait pris la couleur du document qu'elle tenait. Elle ne bougeait pas Devont à regarder Prescott. Il a attendu. Il attendait depuis longtemps. Attendre un peu plus ne lui coûtait rien. Prescott a posé le papier. Il a levé les yeux. Devont a croisé son regard de l'autre côté de la table et a dit d'une voix calme, égale et finale. Je possède 51% de votre entreprise depuis 6 ans. La bouche de Prescott s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Personne dans la pièce n'a parlé. Devont a joint ses mains sur la table. Il a attendu. Le silence a duré assez longtemps pour devenir sa propre sorte de réponse. Puis Prescott l'a rompu. Comment ? Il l'a dit comme un homme dit quelque chose quand il sait déjà que la phrase n'est pas complète mais ne peut pas trouver le reste des mots. Il s'est éclairci la gorge, a réessayé. Comment est-ce possible ? Sa voix était contrôlée, prudente, mais sous le contrôle se cachait quelque chose de tendu et de mince. La voix d'un homme appuyant tout son poids sur un sol qui n'était plus là. Devont l'a regardé. Il y a 7 ans, a-t-il dit, Caldwell Logistique était à 30 jours de l'insolvabilité. La mâchoire de Prescott s'est crispée. Votre ligne de crédit fournisseur s'était effondrée. Votre contrat de transporteur principal avait été retiré. Vous aviez une obligation de paie que vous ne pouviez pas respecter, et une facilité de crédit que votre banque était sur le point de fermer. La voix de Devont est restée plate et égale, comme un ingénieur lit un rapport. Pas froide exactement, juste précise. Vous aviez besoin d'une injection de capital et d'un accord d'exploitation restructuré dans les 60 jours, sinon l'entreprise était finie. Nous avons trouvé un partenaire, a dit Prescott. Les mots étaient prudents, mesurés. Vous m'avez trouvé, a dit Devont. La pièce ne dit rien. Ma société holding a fait l'acquisition par le biais d'un intermédiaire anonyme, participation majoritaire complète. Vous avez reçu le capital. L'entreprise a survécu et la structure opérationnelle est restée intacte. Il a fait une pause. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas imposé mon autorité. Je n'ai pas touché à la structure de gestion ni interféré avec une seule décision commerciale. Pendant 6 ans, j'ai détenu la participation de contrôle dans Caldwell Logistique et je l'ai dirigée exactement comme un partenaire silencieux dirige une entreprise en laquelle il croit. Il a regardé Prescott fixement. Je protégeais quelque chose que je pensais avoir un avenir. Weston s'est penché en avant. Sa voix est sortie tendue et chaude. Tu étais assis à notre table, chez nous, chez Adrienne. Weston. Devont a prononcé le nom une fois sans élever la voix, et quelque chose dans le ton a fait arrêter Weston. Juste arrêter. La façon dont vous vous arrêtez quand la température d'une pièce chute de 3 degrés d'un seul coup. Devont a regardé à nouveau Prescott. J'ai gardé les participations séparées de ma vie personnelle parce que j'avais besoin de comprendre qui était Adrienne sans que le poids de l'argent ne change tout entre nous. La richesse change la façon dont les gens vous voient. Elle change ce qu'ils sont prêts à devenir. Je voulais savoir qui elle était quand elle pensait que je n'avais rien de remarquable à offrir. Il a laissé cela faire son effet. Maintenant, je sais. Adrienne a émis un son qui n'était pas tout à fait un mot. Devont ne l'a pas encore regardé. Nadia a fouillé dans sa mallette et a sorti un deuxième paquet. Elle ne l'a pas distribué à la salle. Elle a traversé jusqu'au bout de la table de Prescott et l'a placé directement devant lui, délibérément. De père à beau-père, d'un homme à un autre. Celui-ci concerne 3 Ashford, a dit Nadia. Elle est retournée à son siège. Prescott a baissé les yeux sur le paquet. Il l'a ouvert lentement. La première page contenait la chronologie. Des colonnes propres, des dates à gauche,
des activités documentées à droite. Les annotations de Nadia étaient brèves et exactes. 3 mois avant que Troy Ashford n'assiste à l'événement caritatif où il a rencontré Adrienne, ses communications professionnelles, révélées par un dossier civil connexe, montraient son équipe recherchant activement Caldwell Logistics comme cible de locataire principal pour le développement de Buckhead. Des références spécifiques au volume de fret de l'entreprise, à son profil financier, à sa structure de propriété familiale, des références spécifiques à Prescott par son nom. La deuxième page montrait le projet de développement lui-même, les chiffres, la structure, la manière dont Caldwell Logistics en tant que locataire principal et co-investisseur était le mur porteur de tout le projet, sans lequel aucune banque ne le toucherait. La troisième page montrait les relations antérieures. 2 d'entre elles, 2 autres femmes de famille riches, 2 co-entreprises qui ont échoué. Prescott a lu sans parler. Sa main était à plat sur la table, et son visage était devenu privé et fermé. Un homme faisant le calcul de quelque chose qu'il ne voulait pas additionner. La voix d'Adrienne est venue de l'autre bout de la table. Est-ce que quelque chose de tout cela était réel? A-t-elle dit doucement, presque pour elle-même. Ses mains étaient toujours jointes, mais elles se pressaient l'une contre l'autre maintenant, les jointures pâles. Est-ce qu'il? Vraiment. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Est-ce que quelque chose de ce que Troy a dit était réel? Devons la regarder. C'est une question pour Troy, a-t-il dit. Sa voix ne portait aucune colère, aucune satisfaction non plus. C'était simplement la vérité, énoncée clairement, par un homme pour qui cette question était entièrement sortie de son territoire. Cela ne me concerne plus. Adrienne a baissé les yeux sur la table. Devons s'est tourné vers Prescott. Vous aurez votre réponse complète sur l'avenir de l'entreprise demain matin. J'ai convoqué une session extraordinaire du conseil d'administration en tant qu'actionnaire majoritaire. 9 heures. Il a pris son dossier. Vous voudrez que votre avocat soit présent. Nadia fermait déjà sa mallette. Ils se sont levés tous les deux au même moment. La façon dont 2 personnes bougent quand elles travaillent ensemble depuis assez longtemps pour ne pas avoir besoin de se faire signe. Nadia a rassemblé les copies restantes. Devons a boutonné sa veste. Merci pour votre temps, a dit Nadia à Briggs. Professionnel, final. Ils se sont dirigés vers la porte. Devont l'a ouverte. Le couloir était silencieux. La rangée d'ascenseurs était à 20 pieds. Et là, assis dans les fauteuils rembourrés du hall, une cheville croisée sur son genou et son téléphone à la main, se trouvait Troy Ashford. Troy a levé les yeux quand il a entendu la porte. Il a commencé à se lever, la bouche ouverte. Devont est passé devant lui sans un mot, sans un regard, sans aucune reconnaissance. La façon dont vous passez devant un meuble dans une pièce que vous quittez pour la dernière fois. Nadia a suivi. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ils sont entrés. La salle de conférence du 14e étage de l'immeuble de bureaux de Midtown avait des fenêtres du sol au plafond orientées à l'est. À 9 heures, la lumière du matin entrait, plate et vive, se posant sur la longue table en bande blanche nette. Devont est arrivé le premier, pas dans le blazer de rotation, pas dans la Camry. Il portait un costume anthracite foncé qu'il possédait depuis 3 ans et n'avait jamais eu l'occasion d'utiliser. Il portait un portefeuille en cuir avec ses initiales gravées dans le coin inférieur. Il s'est assis à la tête de la table, le siège de l'actionnaire majoritaire, a posé le portefeuille et l'a ouvert sans regarder son téléphone. Les 2 membres indépendants du conseil d'administration sont arrivés ensemble et l'ont salué par son nom. Non pas comme des gens saluent quelqu'un qu'ils rencontrent pour la première fois. Mais comme des gens saluent quelqu'un qu'ils connaissent discrètement et à une distance prudente depuis des années et dont ils ont toujours soupçonné qu'il était plus qu'il n'y paraissait. Prescott est arrivé à 8h58. Il s'est assis sans parler. Il avait l'air plus vieux qu'hier, pas de façon spectaculaire, juste comme un homme qui n'a pas dormi et a passé les heures depuis à apprendre quelque chose sur lui-même qu'il ne peut pas désapprendre. Weston est entré en dernier. Sa cravate était légèrement de travers. Sa mâchoire était serrée. Il a regardé Devont une fois en s'asseyant, comme un homme regarde quelque chose contre lequel il a décidé d'être en colère. Et puis il a regardé la table. Nadia s'est assise à la gauche de Devont. Elle avait un bloc-notes jaune, un stylo, et l'expression de quelqu'un qui était prêt pour cette pièce depuis très longtemps. La réunion a commencé à 9 heures exactement. 3 motions. Propres et séquentielles, pas de discours.
La première dissolvait l'accord de co-investissement en attente entre Caldwell Logistics et la société de développement de 3 Ashford, avec effet immédiat. Devont a lu la motion en entier. Les 2 membres indépendants du conseil d'administration ont voté oui. Prescott s'est abstenu. Weston a voté non. Elle a été adoptée. Nadia a fait glisser une lettre préparée sur la table. Notification formelle aux contacts bancaires principaux de 3 que l'arrangement du locataire principal Caldwell avait été retiré et que l'entreprise n'avait aucun intérêt présent ou futur dans le projet de développement de Buckhead. L'un des membres du conseil d'administration l'a signé en tant que co-témoin. La lettre serait envoyée avant midi. Le projet de 3 était mort. Quoi qu'il ait dit à ses investisseurs, à ses prêteurs, ou à lui-même sur l'avenir, tout cela était mort. La deuxième motion installait un directeur des opérations par intérim indépendant pour mener un audit opérationnel complet de Caldwell Logistics. 60 à 90 jours, accès complet. Tous les comptes, tous les contrats, toutes les décisions de gestion prises au cours des 4 dernières années. Weston s'est légèrement reculé de la table lorsque Devont l'a lu à voix haute. Ce n'est pas nécessaire, a-t-il dit. Sa voix était tendue. Cette entreprise fonctionne bien. L'audit le confirmera, a dit Devont. Ou pas. Il a regardé Weston sans expression. Quoi qu'il en soit, nous le saurons. La motion a été adoptée de la même manière que la première. Weston a voté non. Cela n'avait pas d'importance. Weston est resté très immobile après cela, les mains à plat sur la table, fixant quelque chose dans le lointain qui n'était pas dans la pièce. La troisième motion était la dernière. Devont a annoncé son intention de vendre sa participation majoritaire de 51% dans Caldwell Logistics à Meridian Freight Partners, une société de logistique concurrente qui cherchait à acquérir l'entreprise depuis 3 ans et dont l'offre ferme était déjà documentée et archivée. La vente, une fois finalisée, serait exécutée au prix du marché. Les 34% de Prescott resteraient les siens. Mais l'entreprise qu'il avait construite, l'entreprise qui portait son nom sur son en-tête, ses camions et ses contrats, appartiendrait à un concurrent. Le nom Caldwell, a dit Devont, sera retiré selon le calendrier choisi par Meridian. Prescott a levé les yeux. Pour la première fois de la réunion, il a regardé directement Devont. Pas avec fureur, pas avec le mépris patricien qu'il avait porté pendant 9 ans de dîner du dimanche et de poignées de main de vacances, juste directement. Comme un homme regarde quelqu'un quand la version des événements dans laquelle il vivait a été remplacée d'un seul coup par la vraie. Vous avez détenu cette entreprise, a dit Prescott. Sa voix était mesurée, prudente, pendant 6 ans. Je l'ai détenue de bonne foi, a dit Devont. Je l'ai protégée parce que je croyais en ce qu'elle était, parce qu'elle comptait pour des gens que je pensais compter pour moi. Il a fait une pause. Cette foi n'existe plus. Prescott n'a rien dit. La motion a été adoptée. La maison était silencieuse quand Adrienne est arrivée. Elle a utilisé sa clé. La dernière fois qu'elle le ferait. Elle a traversé la pièce de devant les yeux baissés, se dirigeant directement vers le coin du couloir où Devont avait empilé la dernière boîte de ses affaires. Soigneusement, organisée, étiquetée de son écriture. Elle s'est arrêtée quand elle l'a vu dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Je n'étais pas sûr que tu serais là », a-t-elle dit. « Je savais que tu venais », a-t-il dit. Elle a regardé la boîte, puis de nouveau vers lui. Elle n'était pas habillée comme elle l'avait été sur le patio ce samedi matin. Soignée, composée, répétée. Elle portait des vêtements ordinaires. Ses cheveux étaient simplement attachés en arrière. Elle ressemblait à elle-même. La version d'elle-même qui n'avait pas de public. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » a-t-elle dit, non pas accusatrice. Demandant sincèrement. « Te dire quoi, à propos de l'argent ? À propos de qui tu étais vraiment ?» Devont s'est appuyé contre le cadre de la porte. Il a réfléchi à la question comme il réfléchissait à tout, sans se presser. « Je t'ai montré qui j'étais pendant 9 ans, a-t-il dit. Chaque jour, la façon dont je gérais les choses, la façon dont je te traitais, la façon dont je me comportais. » Il l'a regardé, stable et égal. « Tu as décidé que ce n'était pas assez. Tu as pris cette décision avant 3. Avant tout cela, l'argent n'a jamais été le problème. » Il a fait une pause. « Tu ne m'as pas quitté parce que je n'avais rien. Tu es parti parce que tu as cessé de me voir, et c'est arrivé bien avant que tu aies une raison de regarder ailleurs.
Adrienne a ouvert la bouche et l'a refermée. Il n'y avait rien qui répondait à cela. Ils le savaient tous les deux. Devont a traversé la pièce, a pris la boîte et l'a posée près de la porte d'entrée. Une semaine plus tard, Eleanor Caldwell a appelé. C'était un mardi soir. Devont dînait seul, lisant un rapport sur l'usine de fabrication de Memphis qu'il observait depuis 4 mois. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Devont, a-t-elle dit. Sa voix était prudente et chaleureuse et un peu usée. Je sais que je n'ai aucun droit d'appeler. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Ce n'est rien, Eleanor. Elle est restée silencieuse un moment. Je veux que vous sachiez, pas pour la famille, pas au nom de qui que ce soit, juste pour moi. Une autre pause. J'aurais dû m'opposer quand il parlait de vous comme il le faisait. Toutes ces années, je savais mieux. Je savais que vous étiez un homme bon, et je le disais tranquillement dans ma tête, et je ne l'ai jamais dit là où ça comptait. Sa voix a tenu. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Devont a posé sa fourchette. Je vous entends, a-t-il dit. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Eleanor. Ils n'ont plus parlé, mais l'appel a compté. Il s'est inscrit dans le registre des choses qui s'étaient passées entre les Price et les Caldwell, et c'était la seule entrée dans ce registre qui portait une quelconque grâce. 18 mois plus tard, la vente de Caldwell Logistics a été conclue pour 82 millions de dollars. Les 51% de Devont ont rapporté un peu moins de 42 millions après impôts et frais de transaction. Il en a viré une partie sur des comptes d'investissement existants, a alloué une autre partie à l'acquisition de Memphis, et n'a rien fait de spectaculaire avec le reste. Il a acheté une petite maison par choix. Elle avait un porche orienté à l'est, un jardin de la bonne taille pour qu'une seule personne l'entretienne, et une cuisine avec assez d'espace de comptoir pour préparer un vrai repas. Il se réveillait à 5 heures. Il préparait son propre déjeuner. Il dînait avec Nadia et son mari le vendredi, et ses soirées étaient faciles de la manière que seule une très vieille confiance peut rendre les choses faciles. Le nom de Caldwell Logistics a été retiré 8 mois après la clôture de l'acquisition. Meridian l'a remplacé par sa propre marque, et les camions qui avaient porté le nom de Caldwell sur leurs portes pendant 20 ans ont été repeints en un seul week-end. Prescott possédait toujours ses 34% d'une entreprise qui n'était plus la sienne de quelque manière que ce soit. Il dirigeait maintenant un petit cabinet de conseil. Le travail était occasionnel. Le bureau était modeste. L'audit de Weston a duré 63 jours et a trouvé ce que les audits trouvent quand personne ne regarde attentivement. Il a négocié sa sortie sous pression juridique, discrètement, avec un accord de non-divulgation et un règlement inférieur à ce qu'il attendait et supérieur à ce qu'il méritait. Le projet de développement de Bucket de 3 Ashford s'est effondré en moins de 60 jours. Ses relations bancaires, 3 d'entre elles, celles qui avaient été bâties sur l'attente du locataire principal Caldwell, ont refusé d'accorder des crédits pour de nouveaux projets, tandis qu'une plainte pour fraude civile antérieure se frayait un chemin à travers les canaux pertinents. Nadia s'était assurée au cours de son enquête que les bonnes personnes savaient que la plainte existait. C'est tout ce qu'il a fallu. Les affaires de 3 nécessitaient de la confiance, et la confiance, une fois retirée, ne revient pas sur demande. Adrienne vivait dans l'est d'Atlanta dans un appartement d'une chambre qu'elle payait elle-même, occupant un emploi qui n'avait rien à voir avec le nom de Caldwell. Les gens qui la connaissaient disaient qu'elle était plus calme maintenant, plus prudente. Que ce soit une perte ou autre chose, l'histoire ne le dit pas. Un mardi matin de fin octobre, Devont se tenait sur son porche avec une tasse de café et regardait le ciel passer du sombre au pâle puis au bleu particulier qui n'apparaît que dans les 20 premières minutes d'un matin de Géorgie. La rue était vide. Le quartier était encore calme. Le seul son était un oiseau quelque part dans le chêne au bord du jardin, faisant ce que les oiseaux font avant que le monde ne se réveille. Il est resté là longtemps. Pendant 9 ans, le silence dans n'importe quelle maison qu'il occupait avait appartenu à quelque chose, à l'attente, à l'observation, à la gestion minutieuse de tout ce qu'il savait et n'avait pas dit. Le silence avait été un outil, une discipline, un contenant pour tout ce qu'il était et que personne autour de lui ne pouvait voir. Maintenant, c'était juste le silence, son porche, son deuil. Il a levé la tasse, a bu son café et a regardé la lumière se lever. Et pour la première fois en 9 ans, le silence lui a semblé entièrement sien.